Aujourd'hui, des fortes négociations sont possibles. On a fait passer simplement, en posant une question, on a fait passer un bien qui était à 150 000, on l'a fait passer à 120 000. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue au Money Circle Talks, le podcast où on parle de finance, d'argent, d'immobilier et de plein de choses fantastiques. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler d'une chose problématique. On va parler de pourquoi miser tous vos investissements immobiliers uniquement sur la stratégie du cash flow est très certainement une grosse erreur. Déjà, pour commencer, on va expliquer ou réexpliquer pour certains qu'est-ce que le cash flow dans l'investissement immobilier. Je vais mettre un petit peu plus le micro. Hop. Est-ce que c'est pas mal? Je sais pas, on verra ça à l'écoute après. Alors, qu'est-ce que le cash flow dans l'investissement immobilier? Le cash flow, c'est le revenu net généré par un investissement immobilier que tu vas faire. Et c'est une fois que toutes tes dépenses ont été déduites de tes revenus générés par le bien, y compris les impôts. Très important. Alors avec cette description, vous allez me dire, bah ok Anthony, mais je vois pas où est le problème. Tu génères du cash, c'est tout bénef. Ouais, c'est vrai. Mais en réalité, il y a certains risques. Si tu te concentres uniquement sur cette stratégie, ça peut être problématique pour ton futur. Parce que bien que le cash flow, c'est un élément, je le répéterai jamais assez, hyper important, surtout quand tu es débutant, surtout quand tu commences l'investissement immobilier et que tu as envie de te professionnaliser, de construire vraiment quelque chose comment dire, de plus grand que toi, si on peut dire comme ça, il ne doit pas juste être votre seul critère de décision d'investissement ou pas. Les investisseurs, ils doivent prendre d'autres facteurs en compte. L'emplacement du bien, le potentiel de plus-value. Parce que si tu achètes une chips, tu achètes un truc, ok, ça te dégage du cash flow tous les mois, mais que derrière, c'est une galère à revendre, et ben c'est pas ouf. Les coûts d'entretien, parce que si imaginons, tu as acheté une affaire qui te crache du cash flow tous les mois, t'es en bénéf, mais par contre, les coûts d'entretien, tu te dis, ok, allez, je proratise ça à peu près à 2 000 € par an, et puis voilà, et puis t'as acheté ça, ça te génère du cash flow tous les mois, mais le problème, c'est que t'avais pas vu la toiture. Et la toiture, elle est tout à refaire. Bah peut-être que c'était aussi un facteur important à prendre en compte, ok. Après, on a quoi? On a les impôts, et je pense qu'en fait, ignorer la vision globale de cet investissement, tous les autres éléments, ça peut entraîner des risques et voire potentiellement mener à ta perte ou avoir des grosses pertes financières dans le futur. Donc aujourd'hui, on va voir plusieurs avantages du cash flow dans l'investissement immobilier, mais on va voir aussi les risques de se concentrer uniquement sur cette stratégie. On va parler d'autres facteurs importants à prendre en compte lorsqu'on investit, et puis plein de bonnes choses. On va déjà commencer quand même par du positif, parce que le cash flow c'est quand même super cool. Alors, le cash flow, c'est très souvent considéré comme un élément clé pour les investisseurs immobiliers qui vont chercher à générer des revenus passifs et se constituer un patrimoine durable. Maintenant, le cash flow, il peut fournir aux investisseurs une source de revenus passifs réguliers, c'est-à-dire que une fois qu'on a tout payé, on a tout déduit, etc., il nous reste de l'oseille, ce qu'on appelle le cash flow. Si ce cash flow est positif, ça signifie que tu reçois plus d'argent que tu en dépenses chaque mois. Et beaucoup d'investisseurs ont misé grandement sur cette stratégie dernièrement, notamment avec des prêts bancaires qui étaient très attractifs, quasiment à 1%. Et donc, ils ont permis, grâce à cette génération de cash flow, à réinvestir ou augmenter leur épargne ou encore plus leurs investissements. En plus de ça, le cash flow, ça aide
les investisseurs à construire son patrimoine, parce que si tu es capable de générer un cash flow qui est positif sur une longue période de temps, ça peut te permettre, premièrement, de rembourser peut-être ton prêt plus rapidement, ça te permet de générer des liquidités pour des nouveaux investissements, et ça peut entraîner une croissance exponentielle de ton portefeuille immobilier et de ta richesse. Maintenant, le cash flow, il peut être aussi utilisé pour couvrir tout ce qui est les frais d'entretien, les frais de réparation du bien, etc. Et si tu es capable de générer un cash flow qui est suffisant, tu peux utiliser cet argent pour vivre. Ok ? Maintenant, je pense qu'il est quand même important de rappeler que le cash flow ne doit pas être votre seul critère de décision, à savoir est-ce que j'investis ou pas. On va parler maintenant des risques, de la stratégie du cash flow dans l'immobilier. Bien que voilà, le cash flow, c'est de l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est un élément important. Je pense qu'il ne doit pas être votre seul critère, simplement parce que ça peut entraîner une sous-estimation de l'importance de l'emplacement du bien immobilier. Dans l'immobilier, il y a un adage, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Et un bien immobilier qui va te générer un cash flow positif, c'est top. Maintenant, s'il est situé dans un quartier en déclin, s'il est situé dans un quartier où ça pue la merde, s'il est situé dans un quartier où il y a de la drogue, il y a des vols, voilà, c'est mal fréquenté, etc., etc., il va en découler quoi ? Une diminution de sa valeur, et donc de son attrait pour des locataires potentiels. Donc les investisseurs immobiliers, ils doivent prendre aussi ça en compte. Parce que l'emplacement du bien, sa proximité avec les commodités, sa proximité avec les transports en commun, le futur du quartier, tout ça, il faut que ça donne envie à des potentiels locataires. Et si t'as acheté, imaginons, t'as acheté un bien qui te crache du cash flow et il y a un locataire dedans. Ok, le gars qui te l'a vendu, ça fait 3 ans, il y a un locataire dedans, ok, ça dégage du cash. Mais demain, ton locataire, il se barre. Et que t'es dans un quartier éclaté au sol. Bah, tu vas galérer. Tu vas galérer à le louer. Ou si tu arrives à le louer, tu vas pas le louer aux bonnes personnes. Parce que c'est pas dans un quartier éclaté au sol que tu vas attirer des bons locataires. Il faut dire la vérité, les amis. C'est pas dans un quartier mal fréquenté où en bas, où tu as acheté un appartement dans un immeuble et en bas, la cage d'escalier, elle est toute éclatée, il y a des jeunes qui squattent devant. Bah, c'est pas là que tu vas attirer la petite famille sympa. Non, faut se dire la vérité. En plus de ça, se concentrer uniquement sur le cash flow, ça peut conduire à une négligence des coûts et de réparation. Simplement parce que si tu achètes un bien à cash flow positif, mais que en fait derrière tu as la toiture à refaire, derrière au changement de locataire tu dois tout refaire dans l'appart, bah ça va diminuer ton rendement de ton investissement. Et il y a beaucoup de personnes qui prennent pas tout ça en compte. La dernière fois, j'étais dans une rencontre avec des investisseurs et la personne, voilà, elle m'explique son bien, son achat, etc. Et ouais, sur le papier, c'était cool, tu vois, il était à peu près à 12%, c'est propre. Par contre, bah derrière, toiture à refaire, derrière, tout à refaire dans l'appartement. Et ça, il l'a pas budgétisé. Il a acheté une rentabilité X au moment même, et il s'est pas dit que dans 2 ans, il allait devoir sortir 20 000, 30 000 balles. Non. Et le problème, c'est que les gens, les investisseurs, surtout les débutants, ils prennent pas tout ça en compte. Ils prennent pas tout ça en compte avant d'investir. Et puis il y a aussi un autre point, hein, les amis, c'est que quand tu achètes un bien qui dégage du cash tous les mois, eh ben, il faut aussi se concentrer et estimer les impôts par rapport à ça. Parce que un bien qui génère du cash, automatiquement, tu vas commencer à payer de l'impôt. Okay,
Si tu achètes un truc qui est déjà loué, etc., t'as pas fait de travaux, t'as rien fait, tes, comment dire, tes, tous tes avantages fiscaux, entre guillemets, hein, donc à savoir l'amortissement, les déficits, etc., ça va vite s'épuiser. Et le problème, c'est que si tu n'as pas calculé, tu peux te retrouver avec un bien qui était, je sais pas, à 12%, et puis te retrouver en dessous des 10, parce que t'as pas fait les bons calculs, ok. Euh, et puis en plus de ça, les taxes foncières qui explosent, les... on se fait matraquer de partout en ce moment. Moi, mes taxes foncières, je suis passé, j'en avais une qui était à 800 et quelques, et putain, je suis passé à 1300. Allô, on va où? C'est quand même dingue. Donc, on a mis un peu, enfin, j'ai mis un peu en lumière les risques de se concentrer uniquement sur une stratégie à cash flow dans l'investissement immobilier, et en négligeant tous ces facteurs importants, l'emplacement du bien, les coûts d'entretien, les coûts de réparation, le potentiel de plus-value ou pas, et l'impact fiscal, si tu prends pas tout ça en compte, la totalité, bah tu vas probablement mettre en péril ton investissement et peut-être pas tout de suite, mais subir des pertes financières qui peuvent être plus ou moins importantes plus tard. Parce que si tu te retrouves avec un bien qui est plus louable, que tu dois refaire des travaux, t'as pas l'argent, ok, bah tu vas pas le louer. Euh, Ton logement est propre, mais bah voilà, t'arrives pas à louer parce que c'est pas le bon secteur. Et bah tu fais quoi? Soit tu le loues pas, soit tu vas louer pas à une très bonne personne. Et je peux te dire que là, je sais pas si tu le sens, mais ça sent, ça sent les problèmes, ok. Maintenant, on va voir les facteurs que vous devez prendre en compte pour réussir un investissement qui est euh, équilibré et réussi. Équilibré dans le sens attrayant pour tes locataires, mais aussi attrayant pour toi en termes de cash. Euh, je l'ai déjà dit, hein, c'est les amis, l'emplacement. L'emplacement. Moi, je te parle pas de Paris, etc. Moi, j'investis pas dans des villes patrimoniales. Par contre, j'investis dans des villes où j'ai une réelle demande, où demain je mets en vente, 3 mois plus tard, bon, après, je dis ça, mais avec les problèmes bancaires en ce moment, c'est un peu compliqué d'être aussi catégorique. Mais normalement, demain je le mets en vente, il devrait partir. Si c'est le bon prix, etc. Il faut savoir que quand tu achètes toujours en dessous du prix du marché. C'est-à-dire que demain, je le vends au prix du marché, eh ben, je suis quand même gagnant. Donc même sans viser une plus-value top top, je suis quand même gagnant. Donc vous devez trouver un emplacement qui va offrir une demande solide pour les locations, une croissance économique, parce que bien sûr si tu vas au fin fond de la Creuse où il y a une entreprise, où la plus grosse entreprise emploie 20 personnes, bon, ça va être compliqué. Donc tu dois trouver un secteur avec une croissance économique. Il faut que tu trouves comment dire, une agglomération qui est attrayante, en croissance, et surtout, il faut offrir un emplacement qui est en fonction de ton locataire cible, attrayant. Si tu vises, je sais pas, si tu vises des étudiants, mais que tu es à 3 km à pied et il n'y a pas de bus, de la première station de bus pour aller à l'université, bon, ça ne matche pas. Tu vois bien qu'il y a un souci, t'es pas en adéquation avec ton potentiel locataire. Maintenant, quand vous allez visiter des biens pour un potentiel investissement, vous devez chiffrer, évaluer la qualité de la bâtisse, la qualité de l'immeuble, la qualité du logement et son état général. Si par exemple tu achètes quelque chose qui est déjà loué ou prêt à louer, bah voilà, tu dois évaluer est-ce que le bien est en bon état, est-ce que j'ai un petit peu de travaux à faire, etc., etc. Ou à contrario, si tu achètes un truc qui est ruiné,
Et dans ce cas-là, je le répéterai jamais assez, c'est jackpot parce que tu mets toutes les billes de ton côté pour générer du cash et pas être imposé. Et bien dans ce cas-là, il faut être en adéquation avec le prix des travaux, le prix de la bâtisse, le prix de l'immeuble, le prix de l'appartement, et que tout ça matche au niveau des chiffres. Tu dois pas être, si ton prix au mètre carré il est à 1005, bah tu peux pas être à 1008 à la fin. C'est pas possible. Il faut que tu sois au maximum du maximum à 1005, voire moins pour être beaucoup plus rentable à la sortie. On pense à la stratégie de sortie. Maintenant, bien sûr que quand tu investis, tu dois venir évaluer le cash flow que tu vas générer sur ton investissement. Depuis tout à l'heure, je vous dis oui, le cash flow, c'est pas le seul facteur à prendre en compte, c'est vrai. Mais voilà, il est quand même important de s'assurer que ton bien, il va te générer assez de revenus, de cash flow positif, pour couvrir tous tes coûts d'exploitation de ce bien, tes coûts de réparation, tes coûts de gestion, etc., etc., tout en dégageant un bénéfice net. Donc, important de considérer plusieurs facteurs pour son investissement immobilier: emplacement, l'état, le potentiel de plus-value et le cash flow généré par le bien. Tous ces facteurs sont aussi importants à prendre en compte. Tu ne peux pas investir dans un bien qui va te dégager du cash flow positif, ok? Tu vas l'acheter 100 000 et ne pas prévoir que derrière, tu avais la toiture à refaire dans 2 ans parce qu'elle était en mauvais état. Et puis, au final, t'es de ta poche. T'es passé d'une opération à cash flow à une opération qui te coûte du cash. Donc voilà, il faut vraiment prendre tout ça en compte pour essayer de prendre une décision la plus éclairée possible pour éviter un maximum les risques. En plus, les amis, on est à l'heure actuelle en 2023, l'immobilier, ça c'est compliqué. C'est plus les mêmes méthodes de calcul, les taux ont réaugmenté. C'est plus difficile que 2018, 2019, 2020 et 2021. Beaucoup plus difficile. Obtenir un prêt, c'est beaucoup plus difficile. Et par conséquent, les amis, vous devez être encore plus sélectif. Vous ne pouvez plus cramer votre capacité d'endettement pour acheter des merdes. Vous ne pouvez pas acheter quelque chose qui va vous coûter de l'argent plus tard. Vous ne pouvez pas, à l'heure d'aujourd'hui, dire « Ok, le secteur est pas top, mais non, ça c'est miette. » Emplacement. Vous ne pouvez pas non plus mettre en location un truc éclaté. Ça c'est mort, c'est fini. Aujourd'hui, vous devez vous démarquer, vous devez sortir du lot. Quand je mets un logement en location sur le Bon Coin, il part direct. Il part direct parce que je fais de la qualité sans pour autant que ce soit du haut de gamme. Non, je fais un bon rapport qualité-prix. Mais par contre, c'est classe. Je mets de la belle déco, je mets des beaux meubles, etc., etc., etc. Ce qui me fait que je me démarque, ce qui fait que j'ai le choix dans les candidatures des potentiels locataires, ce qui fait que je peux être hyper sélectif, et ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quasiment aucun problème. Les seuls problèmes que j'ai, c'est avec des locataires qui étaient présents dans les lieux et que j'arrive pas à faire partir. Heureusement, j'en ai plus trop, j'avais mis 2-3 petits coups de pression et depuis ça va. Mais voilà les amis, en 2023, vous pouvez plus faire tout ça. Vous devez être dans le haut du panier. Et pour finir sur une note positive quand même, les amis, gardez, l'immobilier, ça reste toujours un pilier fort de l'enrichissement, potentiel. C'est vraiment un levier que vous devez activer le plus rapidement possible. Certes, les taux sont élevés, certes, c'est plus compliqué. Soyez juste sélectif sur les investissements que vous allez faire, mais vous ne pouvez pas, même si aujourd'hui
les taux sont élevés, vous ne pouvez pas laisser l'immobilier de côté, vous ne pouvez pas laisser un emprunt bancaire de côté alors que vous pouvez le souscrire. Vous ne pouvez pas. Il faut juste trouver la bonne opération et ne pas gaspiller votre taux d'endettement pour acheter n'importe quoi. Alors ok, les taux ils sont hyper élevés, mais réfléchissez à quelque chose les amis. Je vous donne un petit tips. Ok, tu achètes à 5%. À l'heure d'aujourd'hui, nous on a fait un investissement il n'y a pas très longtemps, on était à 4,30. Aujourd'hui, les taux ils continuent d'augmenter et je pense que ça va pas s'arrêter d'aussitôt. On va allègrement aller vers les 5 très, très rapidement, je pense. Ok, les taux ils sont élevés. Maintenant, si tu achètes, parce qu'il faut être clair, ok, le marché se tend, il se tend à fond. Tu es capable de négocier beaucoup plus qu'avant. Avant, les gens, ils pouvaient, avec un salaire aller à 3 000, ils pouvaient emprunter 200 000, 250 000. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus qu'emprunter 160, 170, maximum. Ces gens-là, ils vont pas pouvoir emprunter plus. Et peut-être que même ça va être ton cas, ok? Tout ça pour dire que aujourd'hui, des fortes négociations sont possibles. On a fait passer simplement, en posant une question, on a fait passer un bien qui était à 150 000, on l'a fait passer à 120 000, sans négocier, sans rien, juste en disant, c'est quoi le prix? Ok, c'est plus 150, c'est 120. Ah oui, mais bon, tac, 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 tac. Derrière, tu négocies. Et tu arrives à te choper, les gens n'arrivent plus à vendre. Il y a énormément de refus bancaires. Les gens, ils n'arrivent plus à vendre. Donc si toi, tu es capable d'investir, même à 5%, les amis, les taux, nos parents ont connu aussi des taux hyper élevés. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Les taux ont baissé. Et pour la plupart, il y a eu des renégociations de taux. Eh ben, c'est pas grave. On va gagner sur tous les plans. On achète avec un taux fort, mais par contre, on va acheter avec un prix moins élevé que ce qu'on aurait pu l'acheter avec des taux hyper bas. Ok? Une fois qu'on a acheté ça, t'assumes le taux pendant X années. Les taux vont probablement, alors je suis pas Madame Irma, mais les taux finiront bien un jour par rebaisser. Parce que tout est contracté, c'est compliqué, etc., etc. Donc, quand les taux vont commencer à rebaisser, eh ben nous, on fait quoi? On rebaisse notre taux, on renégocie notre taux. Et double jackpot, tu as acheté moins cher et tu as acheté avec un taux plus élevé qui est maintenant un taux du marché, entre guillemets. Donc c'est tout, c'est tout jackpot pour toi. Certes, pendant X années, peut-être que tu vas limiter ton cash flow positif. Le seul but dans ce cas-là, c'est d'avoir au minimum, un cash flow neutre pour faire une opération blanche. Puis, plus tard, tu renégocies le tout, tac, 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 et bam, tu te retrouves avec un cash flow. Bon, après, c'est pas magique, hein, il faut quand même trouver des bonnes opérations rentables, et encore plus aujourd'hui. Voilà les amis, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire, ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu de petit commentaire. Vous pouvez partager cet épisode et ce podcast sur vos réseaux. Taguez-moi, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, sur le mail. Vous trouvez toutes les informations dans les notes de l'épisode. Vous pouvez me poser vos questions. Vous pouvez me poser des sujets à traiter. Et puis voilà. Les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Une bonne journée, une bonne nuit, un bon entraînement, une bonne sieste, peu importe. N'oubliez pas 1% chaque jour. C'est très important aussi. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et moi, je vous dis à la prochaine dans le Money Circle Talks. Ciao, ciao, ciao!